Bonjour et bienvenue dans ce deuxième tutoriel d'initiation au logiciel Photoshop. Tutoriel qui fonctionne avec des exercices. Donc pour récupérer le document en PSD que je vous ai préparé, je vous suggère d'aller lire la description sur YouTube de la vidéo en bas. Vous allez avoir le lien vers le Google Drive qui va vous permettre de télécharger le document sur lequel on va travailler. Je suis donc sur la page d'accueil, la première fenêtre qu'on voit lorsqu'on ouvre le document. Et si vous n'avez pas la même interface que moi, je vous propose d'aller cliquer dans Fenêtre, Espace de travail, Réinitialiser les indispensables et d'enlever la bibliothèque puisqu'on n'en a pas besoin. Donc l'essentiel est au fond qu'on voit notre palette calque et qu'on ait devant les yeux notre fenêtre d'image. Je vais également vous suggérer de double-cliquer sur la loupe. Votre image peut avoir un degré là, de zoom qui peut être différent du mien. Si vous double-cliquez sur la loupe, vous allez vous retrouver à une échelle de 100% dans le document. Donc le document a été fait pour être à échelle réelle des pixels et bien entré dans un écran d'ordinateur qui est en HD. Donc la façon dont on va procéder, c'est qu'on va parcourir les différents dossiers qui se trouvent dans la palette calque, dans un premier temps en cliquant sur l'œil pour pouvoir voir le contenu du dossier. Par la suite, en cliquant sur le petit triangle ici à côté du dossier pour l'ouvrir et voir les calques qui sont contenus dans le dossier. Si je commence avec ce premier exercice qui est plutôt explicatif, on va prendre le temps de faire le tour de la palette calque ensemble. Dans un premier temps, regardons d'ailleurs de quoi mon dossier est fait. Donc j'ai plusieurs calques de texte que vous pouvez prendre le temps de lire là, sur le document que je vous fournis en PSD. Il y a un calque en forme vectorielle. Ce sont les petites flèches que j'ai générées avec des outils vectoriels, donc je vais le voiler maintenant. Il y a la saisie d'écran et il y a finalement trois taches, donc une tache rouge, une jaune et une verte qui sont sur un fond blanc. Ce sont les calques qui m'intéressent pour cet exercice-là. Vous remarquerez également que les calques sur lesquels je ne veux pas travailler, ils sont cadenassés présentement. Je leur ai appliqué des verrous. Si je voulais les déverrouiller, je n'aurais qu'à venir cliquer sur le cadenas ici, ce qui rendrait le calque à nouveau actif, donc je pourrais à nouveau travailler sur ce calque-là. Prenons le temps de regarder un peu la palette calque ensemble. Dans un premier temps, nous avons l'œil qui permet de le regarder ou non. Nous avons l'icône du calque à côté qui me montre à peu près où se retrouve mon dessin dans l'image et je constate que le dessin est entouré d'une zone transparente. J'ai le nom, je peux évidemment double-cliquer sur le nom pour renommer mes calques, ça devient très important lorsqu'on a beaucoup de calques dans un document. J'ai une série de boutons ici, donc des boutons qui sont des fonctions plus intermédiaires qu'on va voir plus tard dans d'autres tutoriels, les 4 premiers. J'ai la possibilité de créer un nouveau dossier comme celui-ci pour aller glisser mes calques à l'intérieur. Si je crée un nouveau dossier, je crée donc un nouveau groupe et je peux aller glisser mon calque manuellement à l'intérieur du groupe. Je vais revenir en arrière pour éliminer mon dossier. Je peux également créer un nouveau calque en venant cliquer sur la petite feuille blanche qui se trouve ici. Donc j'ai automatiquement créé le calque 26. Et je peux le jeter, soit en le sélectionnant et en cliquant sur la poubelle, ou encore en le prenant et en le glissant de façon manuelle dans la poubelle. Au-dessus de ma palette calque, j'ai les verrous, donc je vous ai montré le verrou intégral. J'ai des verrous plus spécifiques que je ne prendrai pas le temps de regarder en détail avec vous. J'ai mes fonctions d'opacité ici, donc on va plus souvent qu'autrement rendre l'ensemble du calque plus ou moins opaque. C'est donc ici qu'on peut rendre le contenu plus transparent. Le fond va faire la même chose, mais en préservant les effets de calque, que je ne m'y attarde pas. Ce sont des fonctions plus intermédiaires. On a ici les modes de fusion du calque. Les modes de fusion, c'est la façon dont le calque va se comporter en termes d'opacité par rapport aux calques qui sont situés en dessous. Par exemple, mon calque en tache rouge présentement est dans le mode de fusion normal, c'est-à-dire que ma couleur est tout simplement opaque. Si je change le mode de fusion, par exemple pour l'obscurcir,
et que je le déplace, je me rends compte que mon calque est devenu translucide. Il ne fait que foncir l'information contenue sous les calques qui sont en dessous. Et je peux jouer avec la molette de ma souris pour passer d'un mode de fusion à l'autre, pour voir là, quels sont les mélanges. Parfois ce sont des mélanges lumière, parfois ce sont vraiment des algorithmes mathématiques là, qui vont créer des mélanges plus particuliers. Donc on peut parfois créer des effets très esthétiques en jouant sur les modes de fusion des calques. Par la suite, ici j'ai des outils qui me permettent de voiler les calques d'un certain type ou les mettre en valeur. Donc je pourrais vouloir seulement conserver mes calques sur lesquels j'ai de l'information en termes d'images, de pixels. Je pourrais seulement mettre en valeur mes calques qui contiennent du texte et ainsi de suite. Ce sont des outils de gestion avancés quand on a des documents qui sont très lourds. Et finalement, j'ai ici un lien vers une fenêtre d'options qui me permet de faire un certain nombre d'actions, souvent fusionner les calques, les lier, aplatir l'image, créer un nouveau groupe de calques. Donc j'ai une série d'actions possibles qui sont sous forme de menu, qui sont accessibles par le lien ici. Alors je vous propose de vous exercer à changer l'opacité des calques, à intervertir l'ordre entre les calques. Donc si je clique sur le calque jaune et que je le glisse au-dessus du calque rouge, évidemment il va apparaître au-dessus. Je peux en changer le mode de superposition des couleurs, revenir à un mode normal, donc je peux également le verrouiller. Alors je vous propose de tester les différentes possibilités d'ajustement simples qu'on peut faire avec les calques. Ce sont vraiment les fonctions de base associées aux calques. Alors une fois que ceci est bien intégré, on va aller un peu plus loin. Donc je vais quitter ce dossier-là pour aller voir le prochain dossier qui est intitulé CTRL-clic sur le calque. Je le rends visible en cliquant sur l'œil et j'ouvre le contenu du dossier pour voir ce qu'il y en est. Je retrouve des copies de mes calques précédents. J'ai les mêmes taches rouges, jaunes et vertes qui sont sur des calques différents. Et on va s'attarder cette fois-ci à en sélectionner le contenu. Donc il arrive assez souvent qu'on veuille dans Photoshop sélectionner le contenu d'un calque lorsque il y a de l'information entourée de transparence. Et pour sélectionner par exemple la tache rouge, je peux enfoncer la touche CTRL et venir cliquer ici sur l'icône du calque, donc pas sur le nom, sur l'icône. Et je vois mon filet de sélection apparaître, donc la petite ligne en brillance qui m'indique que ma forme rouge est présentement en sélection. Si je vais cliquer en maintenant la touche CTRL sur l'icône du calque jaune, je vais donc sélectionner le contenu du calque jaune et la même chose pour le calque vert. Je peux également additionner des sélections issus de deux calques différents. Par exemple, présentement, mon calque vert est en sélection. Si je veux venir additionner le contenu du calque jaune, je vais enfoncer la touche CTRL, de même que la touche majuscule, mes deux touches ensemble, avant de venir cliquer sur l'icône de mon calque. Et on voit que ma sélection, maintenant, s'étend au contenu des deux calques. De même, je peux soustraire le contenu d'un calque. Donc là, j'ai additionné le contenu d'un calque. Je peux maintenant soustraire, disons, le contenu du calque avec la tache rouge en enfonçant la touche CTRL-ALT. Donc CTRL-ALT et je clique sur le contenu du calque rouge et je viens d'en soustraire la forme. Alors, dans Photoshop, vous allez remarquer que la touche majuscule signifie souvent additionner et la touche Alt signifie souvent soustraire, donc c'est quelque chose qui va revenir assez régulièrement. Je veux désélectionner, je veux enlever ma sélection. J'ai plusieurs façons de procéder. La plus visuelle est d'aller dans Sélection et de cliquer sur Désélectionner, ou encore d'enfoncer les touches CTRL-D pour CTRL désélectionner. Comme on fait cette opération-là très souvent, c'est un des raccourcis clavier qu'on apprend en premier. Alors, on va mettre ça en pratique. On va ouvrir le contenu du dossier intitulé Mise en pratique, CTRL-clic. Donc, je l'ouvre. J'ouvre également le dossier en cliquant sur le petit triangle. Et j'analyse un peu le contenu. J'ai du texte. J'ai plusieurs formes qui ont été placées sur des calques différents.
j'ai un ovale qui a été placé sur un fond gris. Et on voit que la superposition de tous ces calques-là fait grosso modo là, le logo de Batman, et on va s'amuser à utiliser nos fonctions qu'on vient d'apprendre pour tenter de sélectionner cette forme-là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais enfoncer la touche CTRL et je vais cliquer sur l'icône du calque ellipse 1 pour sélectionner tout le calque ovale noir. Et par la suite, je veux soustraire les sélections des 5 autres calques, donc les calques qui sont en couleur. Alors pour soustraire, je vais enfoncer CTRL-ALT et je vais peser successivement sur l'icône de chacun des calques qui sont en couleur. Donc j'ai fait une soustraction de sélection pour voir le sigle de Batman apparaître. Ce que je pourrais faire maintenant, c'est voiler les contenus de tous ces calques-là. Cliquez sur le calque 24, donc le calque là, qui est présentement cadenassé, là où j'ai un fond gris. À partir de ce calque-là, venir peser sur l'icône Créer un nouveau calque, donc j'ai le calque 26 qui vient d'apparaître, et je vais verser, à l'aide de l'outil pot de peinture, de la couleur noire. Donc j'ai cliqué sur pot de peinture, je suis venu cliquer sur couleur de premier plan, j'ai mon sélecteur de couleurs qui est apparu, je valide sur OK. J'aurais également pu venir le sélectionner ici puisque ma palette couleur est visible, et je déverse de la peinture noire, des pixels noirs à l'intérieur de ma sélection. Il ne me reste plus qu'à désélectionner en pesant sur CTRL-D. Alors, tiens, je vais venir faire un petit effet de calque. Je vais faire un petit extra. Je vais peser sur le bouton Ajouter un style de calque. Je vais aller chercher une lueur interne. Et je vais en augmenter la taille. Tiens, pour venir faire un peu de relief dans le logo que je viens de créer. On reviendra de façon plus spécifique dans d'autres tutoriels sur cette fonction-là. Alors, je referme le dossier et j'avance. Donc, pour cela, je clique sur l'œil associé au dossier intitulé Sélection automatique. J'ouvre encore une fois le dossier et j'en regarde le contenu. J'ai plusieurs calques sur lesquels j'ai différentes informations, donc la mer, un parapluie, une souris et un nuage dans le ciel. Alors je pourrais vouloir disposer ces éléments-là différemment, les uns par rapport aux autres. Donc la façon la plus simple est de cliquer sur le calque mer par exemple, de prendre l'outil déplacement et de déplacer le contenu du calque, par la suite de cliquer sur le calque parapluie, de le déplacer, de cliquer sur le calque souris, de la déplacer à nouveau, et ainsi de suite. Je pourrais également déplacer deux calques en même temps, donc je pourrais cliquer sur le calque parapluie, maintenir la touche majuscule, donc qui joue encore le rôle d'additionner, et cliquer sur le calque souris. Vous voyez maintenant mes deux calques sont sélectionnés, ce qui me permet de bouger les contenus des deux calques en même temps. Enfin, associé à l'outil déplacement, je peux également aller cocher dans la barre d'options au-dessus l'option sélection automatique du calque. Donc, je pourrais sélectionner automatiquement un groupe, c'est-à-dire un dossier, ou encore un calque. Là, je vais m'assurer que j'ai bel et bien la fonction sélection automatique du calque de sélectionner. Ce qui fait que dorénavant, lorsque je vais cliquer dans l'écran, si je clique sur un objet, eh bien automatiquement le calque, donc le calque nuage qui est associé à cet objet-là, va se trouver à être sélectionné et je vais pouvoir bouger de façon plus intuitive, plus rapide les contenus des différents calques. Alors ça me permet de gagner du temps de cette façon-là. Tiens, je vais transformer le nuage en chapeau pour la souris. Je vais donc le sélectionner. Je vais amener le calque nuage au-dessus de la souris
et je veux maintenant le redimensionner. Donc on l'a vu dans le premier tutoriel, si je veux redimensionner un objet, je peux à partir de l'outil déplacement, dans la barre d'options, aller cocher sur options de transformation, donc je vois ma boîte de transformation apparaître, et je vais saisir un coin pour rapetisser ma boîte de façon à rapetisser le nuage pour en faire un chapeau finalement. Et si la boîte de transformation me gêne, si je passe d'un calque à l'autre, ma boîte de transformation va s'adapter toujours pour englober le contenu de chacun des calques. Parfois on aime travailler avec les boîtes de transformation, parfois ça nous gêne. J'ai juste à décocher l'option de transformation et donc je la vois plus. Et je vais faire une dernière opération qui est un autre petit extra. Je vais venir changer la couleur de son chapeau. Et pour cela, donc je m'assure d'être sur le bon calque. Et je vais aller dans Images, Réglages, Teinte saturation. Et je vais baisser la luminosité de l'information contenue dans ce calque-là jusqu'à le rendre noir dans ce cas-ci. Alors, ça nous a permis de voir deux outils, l'outil déplacement en lien avec sélection automatique du calque et option de transformation. Alors, on va aller un peu plus loin avec ça. On va faire une autre mise en situation. J'ai présentement une photo du Serengeti au Kenya dans lequel j'ai trafiqué un petit peu l'image. On a un bébé éléphant, un éléphanteau qui ne va pas dans la bonne direction par rapport à sa maman. Il en est séparé. Il en est séparé visuellement et il en est séparé également en termes de calque puisqu'il n'est pas sur le même calque que la photo d'arrière-plan. Alors, on sait maintenant avec l'outil déplacement qu'on peut sélectionner le calque éléphanteau et déplacer l'éléphant pour le rapprocher de sa mère. Par contre, il ne va toujours pas dans la bonne direction. Alors, j'ai différentes options qui s'offrent à moi. Je pourrais cocher option de transformation et faire basculer un côté de l'image sur l'autre, mais je dois me fier là, à mon œil pour m'assurer que mes rapports largeur-hauteur sont adéquats. Alors, je vais plutôt aller dans le menu Édition, Transformation et choisir l'option Symétrie axe horizontal pour retourner l'éléphant sur lui-même et donc le rapprocher de sa maman. Je vais faire encore une petite diversion. J'ai envie de m'amuser, je vais multiplier l'éléphant. J'ai mon outil de déplacement qui est en sélection. Je vais enfoncer la touche Alt jusqu'à ce que je vois mon curseur se doubler, donc d'un petit curseur blanc là derrière. À ce moment-là, si je fais un cliquer-glisser à partir du contenu de mon calque, je crée automatiquement une copie de ce calque-là. Donc je vais le faire encore, j'enfonce la touche Alt, je vois mon curseur se dédoubler et je crée une copie. Alors on peut faire comme ça un petit train d'éléphants en train de suivre leur maman. Je peux sélectionner mon calque du haut, peser sur la touche majuscule, sélectionner mon calque éléphanteau, donc sélectionner mes trois calques maintenant, et y aller avec le menu des calques, lui demander de fusionner ces trois calques-là. Alors maintenant, mes trois éléphantaux sont sur le même calque. Donc on va poursuivre, on va quitter cet exercice-là, je referme le dossier, je clique sur l'œil associé au dossier forme de sélection et j'ouvre le dossier pour en voir le contenu. Et je m'en vais sur le calque nommé ellipse 4, donc le calque sur lequel j'ai des images, l'image d'un tableau et celui d'une horloge. Et je vais introduire l'utilisation des formes de sélection. Donc ce sont les sélections qu'on retrouve sous l'icône déplacement. Peut-être avez-vous le rectangle de sélection dans votre écran présentement. Pour aller sélectionner l'ellipse, vous cliquez sur le petit triangle en bas à droite, vous attendez que la fenêtre d'options s'ouvre et on va chercher l'ellipse de sélection. Je vais également m'assurer au niveau de la barre d'options d'avoir la première fonction dans ma suite Pathfinder. Donc ça s'appelle comme ça en anglais, on l'appelle le gestionnaire des sélections en français. Donc je m'assure d'avoir la première fonction d'enfoncer, je vais vous expliquer ça en détail par la suite.
et je vais tenter d'aller détourer dans un premier temps le cadre en ovale qui se trouve dans le haut de mon image. Alors je vais faire un cliquer-glisser, je clique dans mon image et je glisse avec ma souris. Cependant, je n'arrive pas exactement au bon endroit sur mon ovale. Et peu importe où je commence, je peux y aller par essai-erreur, ça va m'en prendre vraiment beaucoup là, afin d'arriver au bon endroit. Parce que à partir du moment où je clique dans mon écran, eh bien, le coin de supérieur gauche, dans ce cas-ci de ma sélection, reste toujours au même endroit et je joue sur le format de ma sélection. Ça serait très utile de pouvoir déplacer ma sélection tout en la construisant. Et la touche qui permet de le faire, c'est la barre d'espacement. Donc, tant que je suis en train de générer ma sélection, si j'enfonce ma barre d'espacement, donc je vais arrêter d'en changer le format pour être en mesure de la déplacer momentanément. Et si je laisse ma barre d'espacement, je vais recommencer à travailler sur son format. Donc je peux alterner entre son format et la barre d'espacement pour aller à la fois la placer au bon endroit et à la fois lui donner exactement les bons rapports largeur-hauteur. Je n'ai pas l'intention d'en faire quoi que ce soit, je pourrais dupliquer l'information, mais je vais juste me contenter de voir que j'ai réussi et je vais effacer ma sélection en enfonçant les touches CTRL-D pour l'éliminer, parce que je veux maintenant m'attaquer à cette horloge qui est composée d'un cercle parfait. Alors si je désire faire une sélection qui est un cercle parfait, je vais maintenir la fonction majuscule enfoncée. Et donc, peu importe où je dirige ma souris, je vais vraiment générer un cercle à chaque fois. Donc, c'est une chose. Et si j'enfonce la touche Alt, cette fois-ci, au moment où je génère ma sélection, je la génère à partir du centre. Donc, on voit qu'elle s'étire là de façon symétrique en haut et en bas, et à gauche et à droite. Donc, je vais me servir de ces deux touches-là pour venir sélectionner l'horloge à partir de son centre. Donc, on voit qu'il y a un milieu ici, là, c'est là où les aiguilles, le clou là, des aiguilles est enfoncé. Je vais, agrandir un peu mon image. Je vais mettre mon curseur directement au centre du clou et je vais enfoncer la touche Alt et majuscule en même temps. Donc, je génère une sélection à la fois à partir du centre et parfaitement ronde de cette manière-là. Et ça me permet d'aller sélectionner l'horloge, donc à partir du centre. Donc, encore une fois, j'ai pas rien à faire avec ça. Je vous laisse simplement réussir l'exercice. Alors, je désélectionne maintenant ma sélection. Ma fenêtre est rendue un peu petite. Elle n'est plus à échelle réelle des pixels. Elle est à 81,39% d'échelle, donc je vois mal l'écriture. Alors je veux retrouver l'échelle réelle des pixels, je vais double-cliquer sur la loupe et je retrouve mon image à 100% maintenant. Donc je vous suggère de faire de même si vous avez changé l'échelle de votre image. Alors passons à l'exercice suivant où on va justement apprendre à manœuvrer dans nos sélections. J'ouvre le dossier, je sélectionne le calque qui est intitulé Ellipse 3. Calque sur lequel je retrouve différentes formes qui ont été générées par des additions et des soustractions de sélection. Je retourne saisir mon ellipse de sélection et je vais m'attarder dans la barre d'options au gestionnaire des sélections, donc ce que j'ai appelé le Pathfinder tout à l'heure, pour voir la différence entre ces quatre différentes options-là. La première, elle me permet de remplacer l'ancienne sélection par une nouvelle. Donc si je sélectionne une première forme et que je ne suis pas satisfait de ma sélection, lorsque j'en crée une deuxième, eh bien Photoshop élimine la première et la remplace par la deuxième. Donc par défaut, c'est l'option qu'on utilise généralement, et si je veux sélectionner cette sphère, évidemment si je clique à l'intérieur, je vais plutôt aller déplacer ma sélection, donc il faut que je clique à l'extérieur pour remplacer mon ancienne sélection. Alors je vais cliquer à l'extérieur, je la déplace, je m'en vais au bon endroit, j'enfonce ma touche majuscule pour contraindre ma sélection à être un cercle parfait. Et voilà, j'ai bien sélectionné le cercle en question. Maintenant, j'ai une forme ici qui est composée de deux cercles.
Alors, si je veux générer deux cercles de sélection et les additionner, je vais plutôt aller saisir la deuxième forme ici qui est l'addition de sélection. Donc, je vais, dans un premier temps, éliminer ma première sélection. Je vais venir sélectionner mon premier cercle. Donc, je m'aide encore une fois de la barre d'espacement pour la positionner au bon endroit. Et lorsque je vais créer une deuxième sélection, eh bien, celle-ci va s'additionner à la première. Donc, on voit que ma première sélection reste et la deuxième sélection vient s'ajouter. Alors, c'est absolument fondamental de maîtriser les ajouts et soustractions de sélection pour bien sélectionner dans Photoshop. J'élimine cette sélection et je vais aller faire un tour du côté de la troisième option, donc la soustraction de sélection, pour venir sélectionner cette forme de lune. Donc, ça n'a pas d'effet pour ma première sélection. Là, je vais générer une première sélection normalement. Mais dès que je vais faire un deuxième cliquer-glisser, donc ma deuxième sélection vient se soustraire à la première. Et finalement, ma dernière option qui est l'intersection de sélection va me permettre de sélectionner une première partie de ma forme. Et aller chercher la zone qui est interstitielle entre les deux par la suite. Alors, fonction très utile pour travailler nos sélections. Et évidemment, la suite de gestion des sélections fonctionne avec les formes de sélection, mais fonctionne également avec le lasso. C'est-à-dire que si je pèse sur la fonction ajout de sélection et que je travaille avec le lasso, je vais donc venir ajouter des sélections et je peux venir en enlever, je peux venir choisir l'intersection entre mes sélections, donc en cochant sur les différentes options. Alors, on achève ce tutoriel. Prenez le temps là, entre les dossiers de mettre les notions un peu en pratique. Je vais, pour ma part, avancer vers un autre outil de sélection qui est les outils lasso, lasso polygonal et lasso magnétique. Et on va le faire en sélectionnant ce cube Rubik. Derrière l'outil lasso qu'on connaît déjà un peu, se trouve le lasso polygonal, qui a la particularité d'être très utile lorsqu'on sélectionne des formes géométriques, puisqu'il fonctionne un peu comme une araignée qui viendrait tisser une toile. On a simplement à faire des clics successifs dans l'écran et Photoshop va nous tendre un fil de sélection qu'on doit éventuellement, tiens, je vais venir faire le petit pli ici, qu'on doit venir refermer sur son point initial. Vous voyez lorsque je place mon curseur au niveau de son point initial, j'ai un petit cercle qui apparaît en bas à droite de mon icône qui m'indique que je vais refermer ma sélection. Et donc, j'ai sélectionné mon cube très aisément de cette façon-là. Je peux également aller saisir l'outil lasso magnétique. Honnêtement, c'est un outil qui commence à être un peu vieux dans Photoshop. Il y a des outils plus puissants que ça maintenant pour bien sélectionner des objets. Disons que c'est un mélange entre le lasso et une fonction qui analyse les couleurs et qui vient nous mettre la sélection là, sur les frontières en différentes couleurs. Mais il est de moins en moins utilisé puisque l'outil de sélection rapide l'a remplacé. Donc, c'est situé en dessous. C'est un petit pinceau qui nous permet de peindre littéralement comme de la sélection à l'intérieur d'une image. Donc, il est très rapide, il est très intuitif, et il fonctionne très bien lorsqu'on a des contours là, bien délimités sur des formes à sélectionner. Alors, j'élimine cette sélection-là et je vais faire un tour du côté de la baguette magique. Donc, je mets en vue le contenu du prochain dossier. Je vais sélectionner mon calque arbre et je vais aller saisir derrière mon outil de sélection rapide, l'outil baguette magique, qui est un très vieil outil de sélection dans Photoshop qui date des années 80. Outil qui fonctionne avec une tolérance, donc une tolérance qui peut être de 0, c'est-à-dire que Photoshop va sélectionner des zones, des couleurs qui ont à peu près exactement la même degré de luminosité que le pixel sur lequel je clique. Et je peux aller jusqu'à une tolérance de 255.
qui va sélectionner l'image au complet, mis à part les zones transparentes. Donc la tolérance là, va de 0 jusqu'à 255. Je vais toujours laisser lissage enfoncé. Pour le moment, fonctionnons avec les pixels contigus, avec une tolérance de 50. Je vais m'approcher un peu dans l'image. Et je clique à l'intérieur de l'arbre. Donc, ce que fait la tolérance de 50, c'est que j'ai sélectionné des pixels qui sont dans des variations de luminosité de l'ordre de 50. Donc, essentiellement la partie un petit peu plus foncée de l'arbre. Et la fonction pixel contigu indique qu'il faut que tous les pixels soient collés les uns par rapport aux autres. Donc, la sélection s'arrête dès qu'on arrive devant un pixel qui a un écart de plus de 50 degrés de luminosité par rapport à celui sur lequel j'ai cliqué initialement. Donc ça me sélectionne une zone qui est toujours assez localisée à cause de la fonction pixel contigu. La fonction échantillonner tous les calques me permet de faire une sélection qui est vraiment par rapport à l'image que je vois, ou encore dans ce cas-ci qui va s'attarder uniquement au calque sur lequel je travaille et non pas l'image que je vois présentement. Donc il y a une petite nuance qui est intéressante de connaître. Alors, l'enjeu avec la baguette magique, qui est un outil assez puissant, c'est de jouer avec les bonnes tolérances, les fonctions pixels contigus ou pas, et échantillonner tous les calques ou pas. Donc, pour cette image-là, c'est très dur de sélectionner un arbre avec plein de petites branches comme ça. Mais si j'ai les bons paramètres, disons une tolérance de 150, en décochant les pixels contigus, donc tous les gris là, vont être sélectionnés. Et si je clique à peu près au centre du calque, eh bien, j'ai mes deux arbres qui ont été entièrement sélectionnés. Mes pixels n'ont pas besoin de se toucher. Ma sélection a débordé un petit peu autour. Donc, il y a des gris là, dans le fond qui sont un petit peu plus foncés qui ont été sélectionnés dans l'opération. C'est pas grave. Avec l'outil lasso et avec l'option soustraction de sélection, je vais venir les enlever. Donc, j'ai maintenant uniquement mes arbres qui sont en sélection. Tiens, je vais éliminer également la sélection de cet arbre-là. Pour me concentrer sur celui-ci, je vais en faire un copier-coller. Donc, CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer le contenu du calque arbre sur un nouveau calque. Que je vais déplacer. Que je peux, par exemple, rapetisser, que je peux ensuite aller retourner sur lui-même de façon à brouiller un petit peu là, les pistes du fait que j'ai dupliqué un objet. Et je vais faire encore une petite fantaisie. Je vais le déformer un peu. Je vais aller dans le menu édition. Je vais cliquer sur déformation de la marionnette. Donc Photoshop me crée un filet sur lequel je vais me mettre quelques points d'ancrage, donc avec une punaise, et je vais saisir un des points pour venir lui donner une toute petite courbe avant de peser sur Enter, ce qui vient de me déformer l'arbre que je viens de créer. Donc c'est quand même assez fascinant à quel point on peut faire des transformations efficaces lorsqu'on connaît un peu les outils de Photoshop. Ma boîte option de transformation est cochée, je vais la décocher pour voir qu'est-ce que mon image a l'air maintenant. Alors, on arrive au dernier exercice de ce tutoriel. Je vais cliquer sur la boîte Intervertir la sélection pour attirer votre attention sur des problématiques qu'on vit parfois lorsqu'on veut sélectionner une portion d'image. Donc, je m'en vais saisir le calque sur lequel j'ai l'image de ma poule. Je vais réduire ma tolérance à 50. Je vais m'assurer que j'ai l'option pixel contigu de cocher. Et je vais venir cliquer autour de la poule et j'ai une sélection qui est très satisfaisante. Mais ce n'est pas ma poule qui est sélectionnée, c'est tout le tour. Alors je vais intervertir ma sélection en cliquant sur Sélection, Intervertir. Et maintenant ma poule est sélectionnée. Alors je peux faire un copier-coller. Et là maintenant que je l'ai sur un calque qui est non cadenassé, je peux la reproduire à autant d'exemplaires que je le souhaite.
Alors voilà, ça met fin à ce tutoriel qui fait le tour des fonctions de base des calques et des principaux outils de sélection. Ça donne beaucoup d'autonomie sur Photoshop, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour parler des ajustements de couleurs.